Bonjour et merci infiniment de nous recevoir encore chez vous en ce jour de rencontre et échange. Dernière ligne droite de la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle de ce 22 février 2020. Dans 8 jours, les Togolais se rendront aux urnes pour une élection capitale. Il s'agit de la présidentielle où tout le pays devient une seule circonscription électorale et la campagne bat son plein. Et nous recevrons ici chaque samedi et les partis prenant donc à ce scrutin présidentiel. Ce jour, c'est le tour de l'ANC, Alliance nationale pour le changement, représenté sur mon plateau par son vice-président et directeur de campagne du candidat Jean-Pierre Fabre, en la personne de M. Patrick Lawson Banco. M. Lawson, merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est cela, c'est avec vous qu'on fait le tour des derniers jours de la campagne. Nous sommes à 8 jours très exactement du scrutin présidentiel. Et question directe, est-ce que vous êtes inquiet? Avez-vous peur? C'est un mot qui n'existe pas à l'ANC. On n'a peur de rien, sinon que du peuple. C'est cela. Donc vous Nous êtes sommes serein? des serviteurs du peuple. Oui. Pour le reste, nous restons sereins. C'est cela. On va revenir là tout de suite tout à l'heure. Le temps de vous demander, mardi dernier, vous étiez en conférence de presse pour faire état d'un certain nombre d'obstructions rencontrées au cours de la campagne. Je rappelle que vous avez commencé votre campagne par la partie nord du pays. Pourquoi ce choix? Parce que tout simplement, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour nous. Et nos compatriotes de cette partie du Togo n'ont pas la chance de bénéficier au quotidien de nos visites, C'est ça. comme on peut prétendre le faire souvent dans la région maritime, dans la région des plateaux, même dans la région centrale. C'est pour toutes ces raisons que nous avons choisi de commencer par avec les compatriotes du Nord. Nous avons commencé à Saint-Cassé et si Dieu le veut, nous terminerons à Djankassé. C'est ça. Et avec quelques difficultés, parce qu'il n'est pas donné, c'est pas évident que cette partie du pays soit forcément acquise, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a aussi cette raison-là? Parce qu'on parle de fiefs électoraux pour cette réformation politique. Ça, c'est de 20 mots. Parce que chaque fois que nous avons pris part aux élections, il nous a été permis d'avoir les vrais résultats. Le Nord vote également pour nous. Donc, personne ne peut prétendre être le propriétaire des voix de nos compatriotes du Nord. Et donc, le fief, ce n'est pas à unir, ce n'était déjà pas au RPT. C'est vrai que certaines réalités ethniques pouvaient le faire croire, mais dans la réalité, lorsque un parti comme le nôtre est au contact avec les populations, on sent que ces populations veulent également le changement au même titre que le reste du Togo. Et nous avons également cet avantage d'être les dignes héritiers des nationalistes, de ceux qui se sont battus pour l'indépendance du Togo. Et ça aussi, dès le départ, notre courant de pensée a réveillé les fils de ceux qui ont déjà lutté dans le Nord, comme le vieux Djimongo, les enfants de Sankareja, de Namoro Karamoko, ainsi de suite, jusqu'à Blita. Et ça continue dans les plateaux et bien sûr dans la région maritime. Donc il y a tout ce sentiment nationaliste qui anime cette partie du Togo, notre pays? Tout à fait. Il y avait à l'époque le Parti du Progrès également. Et il y a toujours ce courant qui est représenté aujourd'hui par le RPT il y a sous peu et aujourd'hui par UNIR. Mais je voudrais me corriger en disant que autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, l'ANC se veut un héritier des nationalistes. Mais c'est un parti
qui a été fondé par des fils de ce qu'on peut appeler les fondateurs du courant progrès. Ils sont avec nous. Ils sont même des fondateurs. Ils n'ont pas adhéré. Ils ont créé au même titre que nous le courant de pensée quand je parle de l'UFC et aujourd'hui de l'ANC. C'est cela. Alors, je parlais de cette conférence de presse que vous avez organisée mardi dernier. Vous étiez face à la presse pour faire état de ce nombre d'obstructions, de difficultés rencontrées dans le parcours de votre candidat quand il était justement dans ces localités du Nord. Tout à Qu'en fait. était-il exactement? Mais ça a commencé à Saint-Cassé. Déjà, oui. Oui, à Saint-Cassé déjà. Et ça s'est poursuivi à Guérencouk, à Bassa, à Sotobois, pour ne citer que ces villes-là. C'est tout simplement des miliciens du parti au pouvoir de UNIR qui viennent empêcher nos meetings. Vous en avez les preuves palpables? Vous savez, oui. Nous sommes au XXIe siècle et il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Oui. Tout le monde peut constater de visu que lorsque ces gens débarquent pour empêcher nos meetings, ils sont pris en vidéo, ils sont pris en photo et on a des noms à l'appui. Donc cela, un jour, doit avoir une suite. Nous l'avons signalé au ministre de l'administration territoriale. Sa réaction nous a un peu surpris parce que nous avons déposé des lettres d'information, les tenants informés des lieux où on va tenir nos meetings. Nous les avons donnés au préfet, au maire, avec copie au ministre de l'administration territoriale. Et un quitus vous a été donné, c'est ça? Un quitus nous a été donné. Les lieux où on ne pouvait pas tenir le meeting, des propositions nous ont été faites. Le cas de Bassa et de Sotobois, ça n'a pas empêché ces miliciens de venir perturber nos meetings. Je voudrais dire tout simplement que ce qui est malheureux là-dedans, supposons une seule minute, que l'ANC a oublié ou a négligé de déposer des lettres d'information et d'informer des lieux de nos meetings. Revient-il à des miliciens de nous empêcher de tenir des meetings? Non, nous pensons que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un État. Il y a les autorités de cet État qui auraient dû prendre leurs responsabilités. Il en est de même de ceux qui ont en charge l'organisation des élections. Lorsqu'on parle des élections, on parle en amont et en aval. Et il s'agit de la CENI. La CENI, c'est devant la CENI que tout cela se passait. Mais à aucun moment la CENI n'a fait un communiqué pour demander à ce que cela s'arrête. Il y avait également la Commission nationale des droits de l'homme. La commission, les membres de cette commission aussi n'ont jamais réagi. Est-ce qu'ils vous suivent dans Ils nous suivent dans tous nos parcours. C'est ça. C'est le principe. Ce n'est pas seulement l'ANC. Pour les 7 candidats, il y a toujours des représentants de la CENI à travers des CELI et de la CNDH. La force de sécurisation aussi des élections. Ouais. Ils sont là et ils nous regardent en spectateurs. Ils nous regardent en spectateurs, ils ne disent rien aux miliciens. C'est en cela que nous disons que nous devrions faire très attention. Parce que ce qu'il y a de plus grave dans tout cela, s'il s'agissait seulement d'empêcher les meetings d'un parti, à la limite, on peut dire que ça peut passer. Mais c'est le langage qu'ils tiennent. Il arrive que ces miliciens nous disent « Retournez chez vous, allez faire ça dans le sud ». C'est extrêmement grave. Supposez une seule minute que l'ANC aussi se met à chasser les militants de UNIR dans les parties du Togo qui nous sont complètement acquises.
Ce n'est pas le cas dans le Nord parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le Nord n'est pas acquis à unir. Mais malgré ça, ils le font. Et ils ont rencontré Garçon à Bassar et je crois également à Sotobois où Il y a eu affrontement ou quoi? les nôtres aussi sont sortis avec des machettes et ont résisté. Ils sont partis. Ils sont partis. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le Togo ou bien on veut que chacun aille exposer son point de vue et que le moment venu, le meilleur gagne et reconnu par les autres? Si on veut que ces élections tournent dans un autre sens, nous leur laissons l'entière responsabilité. Mais la seule chose que nous voudrions dire, c'est que nous n'entendons pas nous laisser faire. C'est ça. Et en dépit de ça, la campagne se poursuit quand même pour vous. Ah oui, aujourd'hui, L'équipe, le président national avec son équipe se sont retrouvés à Élé. Ils sont allés ensuite à Dany. dans les plateaux, ça. Dans les plateaux. Dans les plateaux. Donc ça descend vers Lomé, ça. Et ils descendent vers Lomé. Et dans les minutes ou dans l'heure qui suit, ils seront à Kpalimé pour un grand meeting. Après, ils descendront, ils iront, et ils ont déjà fait la partie est, non? Des plateaux. Maintenant, ils sont dans l'autre partie des plateaux. Après, ils vont descendre vers Raro, ils vont faire Moyen Mono. Puis, dans les jours prochains, on va aborder la région maritime et le Grand Lomé et Golfe. C'est ça. Rencontre échange vos numéros. Nous parlerons de la campagne électorale, dans 8 jours exactement. On le disait en début d'émission. Les Togolais iront aux urnes pour choisir le prochain président qui va présider aux destinées du pays dans les 5 prochaines années. La campagne bat son plein. ANC participe à cette élection avec son candidat, M. Jean-Pierre Fabre, représenté sur ce mon plateau par son directeur de campagne, Patrick Bankou Lawson. Alors, retour donc au préalable, à quelques conditions préalables qui étaient posées avant le lancement de la campagne électorale. Votre parti a introduit une requête en annulation de la candidature de Faure Gnassingbe, une requête annulée, rejetée par la Cour constitutionnelle. Cette Cour même que vous contestez, est-ce qu'il pouvait en être autrement, M. Patrick Lawson? Vous avez un parti, ce n'est pas seulement la mobilisation des militants. C'est également des principes dans la vie. Et de ces principes, il y a quelque chose que nous appelons l'état de droit. Nous avons constaté que l'état de droit était remis en cause par le 4e mandat du candidat Faure et par la formation de la Cour constitutionnelle. Oui. Pour cela, nous avons introduit cette requête. On savait très bien que ça allait être rejeté. Le miracle serait que ça soit accepté et que pour la première fois au Togo, des mesures soient prises pour corriger. On savait très bien que ce ne serait pas le cas, mais nous irons jusqu'au bout. Parce que nous voulons l'état de droit pour le Togo. Ce dossier ira devant la CEDEAO. Ce dossier ira devant... Même après la tenue du scrutin? Ah, bien sûr, puisque nous avons déjà saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Nous avons saisi également les juridictions de l'UA et nous saisirons également les juridictions de l'ONU. Avec espoir que vous aurez gain de cause, est-ce que c'est sûr, c'est évident que cela? Ah, si au moins eux, ils arrivent à dire le droit et que ce n'est pas comme les juges togolais, il va de soi que nous aurons gain de cause. Oui, mais dans l'état actuel de nos tests, rien n'empêche le candidat sortant d'être encore candidat. Non, nous avons expliqué en clair pourquoi nous remettons ça en cause. Vous savez, d'abord, comprenons-nous bien. Changer les tests pour s'adapter à une situation n'est pas la meilleure façon de respecter les tests de loi. Lorsqu'il existe un test de loi, ce loi doit être respecté en tout temps et en tout lieu.
il ne faudrait pas changer les choses pour les adapter parce que l'on veut pouvoir être candidat. Nous avons développé cette thèse. La deuxième thèse, c'est que il est quand même un peu paradoxal que dans un pays qui se dit démocratique, depuis près de 50 ans, on ne parle que de la même famille. Du père, nous sommes passés au fils. On dit tout simplement, ne serait-ce que pour des raisons d'ordre moral, il est temps que unir, je préfère dire même RPT unir, comme ça englobe l'ancien et le nouveau. L'ancien et le nouveau se retrouvent dans RPT unir. Et comme ça, ce qu'ils ont posé comme acte, il faut que cela soit dénoncé. C'est la seule façon d'espérer changer au Togo. Mais lorsque nous nous résignons en disant qu'on n'aura aucun résultat, il ne faut plus rien faire, je crois que ce serait la démission totale et ça permettra à ce régime de continuer à faire ce qu'il veut. Alors, la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est le nombre ou bien le format même? Parce qu'en réalité, il a été question de réformer cette Cour, ce qui fut fait. Ben alors, quant au nombre, est-ce que ce n'est pas une question de quota, de quorum qui serait atteint, ou bien est-ce qu'au départ déjà, il faut absolument les 9 membres? Quand on fait le raisonnement juridique, ils ont eux-mêmes abandonné un article de la Constitution qui permettait des dispositions transitoires. Cette disposition transitoire n'existe plus. Donc, à partir de ce moment, l'Assemblée nationale ne peut plus se substituer au Sénat. Et ça pose un problème. Dans un état de droit, on aurait tout arrêté pour que ce problème soit réglé. Et nous, on a proposé une solution très simple. C'est que, dans ces conditions... Une solution politique? Il faut un compromis politique pour résoudre les problèmes. Mais eux aussi, ils savent que dans ce compromis politique, on n'ira pas que régler ça. Nous avons d'autres préoccupations, toujours dans l'intérêt du peuple togolais pour que ces élections se passent dans le calme. Mais ils n'ont pas voulu le faire. Donc ils ont violé la loi de ce point de vue en ce qui concerne le quota. Et ils ont violé la loi en reconduisant le président de la Cour constitutionnelle comme M. Assouman, qui doit être à son 3e ou à son 4e mandat. Il en est de même pour M. Il y a limitation là aussi? Oui, à partir d'un certain nombre de mandats, on ne devrait plus se présenter. Mais ce sur quoi ils jouent, c'est toujours la nouvelle constitution. Or, ce n'est pas comme ça que ça devrait être interprété. Nous sommes toujours dans le cadre de la 4e République, quels que soient les changements apportés à la Constitution. Et finalement, c'est cette option de compteur remis à zéro qui est d'actualité. C'est ça qui est d'actualité. Puisque ça a été aussi fait l'objet de vives discussions, de polémiques et des négociations. On se rappelle très bien de la négociation sur le gîte de la CEDEAO. Oui. Je crois que nous en avons parlé. On en a débattu. Mais nous avons affaire à des Togolais qui ne veulent pas comprendre qu'il est temps qu'on respecte l'état de droit, qu'on respecte les droits des Togolais. C'est tout. Ils ont persisté. La seule façon, pour certains, c'était qu'on refuse d'aller aux élections. Ce n'est pas ça également une solution. Oui. Alors, ça me sert de transition justement. Mais au-delà de tout ce que vous dénoncez, en tout cas, vous faites comme remarque, ça veut dire que les conditions d'une élection ne sont pas réunies. Et pourtant, l'ANC n'y prend pas. Et par rapport au dernier législatif, qu'est-ce qui a changé de sorte que vous puissiez maintenant vous engager dans ce scrutin présidentiel? Non. D'abord, je vais évacuer le premier, l'amalgame. D'accord. Pour les législatives. Pour les législatives,
on était dans la dynamique de négociation. Oui. Et il y avait la présence de la CEDEAO. Il y avait certaines promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Oui. Donc, c'est dans ces conditions-là que nous n'avons pas accepté de prendre part à ces élections. Et par solidarité avec les 13 autres partis de la coalition. De la C14, oui. Nous, on avait des députés, les autres n'en avaient pas. Donc, c'est un sacrifice énorme que nous avons fait, toujours dans l'intérêt du Togo, pour que les choses puissent aller mieux. Mais cela n'a pas été compris. En ce qui concerne la présidentielle, alors, je vais vous expliquer quelque chose, écoutez-moi bien. Pour nous, l'élection au Togo fait partie du combat que nous menons. Aller à une élection constitue pour nous une étape dans ce combat-là, dans cette lutte. C'est une étape de la lutte. Vous voyez, si on n'était pas allé à ces élections, on n'aurait pas démontré que ce régime n'accepte toujours pas des élections transparentes. Si nous n'avons pas accepté d'aller à ces élections, on n'aurait pas vu ces miliciens nous empêcher d'organiser des élections. Si nous n'avons pas été à ces élections-là, on n'aurait même pas pu avoir la possibilité de présenter ces requêtes et à partir du moment où nous ne sommes plus au Parlement. Donc pour nous, chaque élection au Togo affaiblit un peu plus ce régime. Je veux dire par là que même si à la fin le régime vole, encore une fois, ces élections, ce régime aurait été affaibli par notre participation à ces élections. Parce qu'eux-mêmes d'abord voient les chiffres réels. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ça remobilise et réarme les Togolais pour les combats futurs. Je ne veux pas dire que nous accepterons, encore une fois, qu'on nous vole ainsi. Nous disons tout simplement que les Togolais doivent comprendre que les votes émis ne sont pas les votes de Jean-Pierre Fabre. Les votes émis sont leurs votes. Et comme au Togo, il est maintenant clair qu'une fois qu'on a voté, on ne vous proclame pas victorieux. Vous devriez vous battre encore pour avoir votre victoire. Les Togolais doivent savoir qu'ils doivent défendre leur victoire le moment venu. Voilà notre position sur les élections. Pour nous, ce n'est pas inutile. Il ne sert absolument à rien de croiser les bras aujourd'hui, de rester à la maison et de dire que nous ferons la révolution. La révolution peut venir également par la participation à ces élections. Oui. Le changement peut venir par la participation. Il fallait aller aux législatives de décembre 2018 pour être plus pesant à l'Assemblée nationale. J'ai déjà expliqué pour les législatives. D'accord. Nous avons été solidaires avec nos collègues. Nous étions dans un autre contexte, le contexte de l'implication de la CEDEAO. Cela nous a permis de tirer toutes les leçons. Une fois, ça va. 2 fois, ça ira. Mais 3 fois, on vous traitera de couillon. Nous n'accepterons plus que la CEDEAO s'implique dans une crise au Togo à n'importe quel prix. La CEDEAO est une organisation sous-régionale. On ne peut pas la rejeter. Mais nous sommes en droit de lui dire, vous ne nous avez jamais aidés au Togo. Vous nous avez laissé des problèmes. Si vous voulez venir au Togo, on veut vous voir avec d'autres organisations. Et c'est ce que nous avons fait quand nous avons rencontré la représentation des Nations Unies. C'est avec la représentation des Nations Unies que nous sommes allés discuter. Les Nations Unies ont amené la CEDEAO. Nous avons accepté de discuter. Mais discuter qu'avec la CEDEAO, nous ne faisons plus confiance. D'accord. Bien, on n'en est pas encore là. Alors, parlons maintenant des candidatures, 6 au total, face au président sortant Faure Gnassingbé. Et il y avait
disons, une dynamique qui a porté un candidat et ça a créé beaucoup de polémiques. Il y a une autre dynamique qui était en train de se faire aussi autour de votre candidat, puisque le président Fabre avait réuni 4 des 5 autres candidats ou des 6 autres candidats. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce que cette dynamique qu'on a voulu initier a échoué ou bien c'est toujours d'actualité? Je vais en parler avec vous. Oui. Mais vous avez parlé d'une première dynamique. Initiée par Monseigneur Poyot. Vous faites bien de préciser que c'est la dynamique de Monseigneur Poyot. Nous récusons qu'on dise que quelqu'un est le candidat unique de l'opposition. Nous avons souffert, nous avons perdu des êtres humains partout, depuis la conférence nationale, même avant, mais depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, en passant par Fréau Jardin. Le candidat unique de l'opposition, les Togolais savent qui cela peut être. Mais ça ne peut pas être celui qu'on indique comme le président, le candidat de la, comme le candidat unique de l'opposition. C'est ce que je dis. Qu'il soit candidat de l'opposition, l'opposition est diverse. Donc c'est la terminologie unique qui vous gêne? Oui, ce n'est pas vrai. Nous avons démontré que nous faisons partie de l'opposition. On n'a jamais trahi l'opposition. Nous sommes ancrés dans l'opposition. On ne s'est jamais trompé de porte. Et donc, nous n'acceptons pas qu'on abuse de ce terme de candidature unique de l'opposition. Ça, c'est... on veut semer la confusion pour rien. Je ne voudrais pas aller plus loin. Si quelqu'un est de l'opposition, il est de l'opposition. Et à partir du moment où l'opposition est diverse. Mais candidat unique de l'opposition, non. D'accord. Vous-même, vous venez de le dire. Déjà, nous sommes au moins 6 face au candidat de unir le président sortant. Les autres candidats, ça fait longtemps que nous les connaissons. Quand Maître Zeus à Javon a invité les candidats à venir chez lui pour créer une dynamique dans le sens de pouvoir mutualiser les forces, les ressources. Et contre le dynamique? Pas du tout, ce n'est pas dans cet esprit. Okay. La preuve, la dynamique dont vous parlez, moi je n'étais pas là, j'étais à cette époque-là à l'extérieur, en France. Mais ce que j'en sais, et je crois que M. Fabre l'a dit sur RFI, c'est les 6 qui ont été invités. C'est les 2 autres eux-mêmes qui ont refusé d'aller chez Maître Zeus à Javon. Donc, on n'a pas créé une dynamique contre quelqu'un d'autre. Et donc, pour ce qui concerne les 4 qui ont accepté, et ceux qui accepteront encore demain, on met nos ressources ensemble. On va se battre ensemble pour que ces élections soient, un temps soit peu, transparentes. Ne serait-ce que dans la proclamation des résultats et dans le contrôle du déroulement de ces élections-là. Et sur ce plan, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Au moins, nous 4, nous sommes réunis, nous sommes d'accord. Mais on continue à partager avec les 2 autres ce point de vue. Et donc, à ce que je sache... Le fil n'est pas rompu jusque-là. Pourquoi ça va être rompu? Nous ne luttons pas contre ceux qui prétendent également lutter contre le pouvoir. Même le pouvoir ne constitue pas un ennemi pour nous. Ce sont des adversaires politiques parce qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs et nous les considérons à ce titre comme des adversaires politiques. Mais ils ne sont pas nos ennemis. À plus forte raison, ceux qui prétendent être de l'opposition ne peuvent pas être nos ennemis. On ne les a jamais exclus de quoi que ce soit. Mais tout ce que nous disons, que chacun soit à sa place et que personne ne cherche à créer des confusions, ni dans les couleurs, ni dans les logos,
ni dans les démarches que nous menons. C'est tout. Pour le reste, nous sommes amis avec tout le monde. Oui, c'est que, bon, en temps, il y a eu beaucoup d'invectives de part et d'autre. On veut décrire l'autre en noir, le peindre en ceci, et cela aussi fragilise davantage l'énergie à conserver pour affronter ce qui vous attend. Est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous avons traité quelqu'un de Judas? Jamais. On nous a traité de Judas. Malgré ça, pour les locales, on est sorti encore le premier parti de la dite opposition. On nous a traités de mécréants. Malgré tout ça, on demeure le premier parti. Mais ce que nous disons, c'est que en travaillant avec les autres forces, nous serons encore tous ensemble plus forts. C'est ça. Mais nous ne voudrions pas que on se serve de nous pour dire que nous avons un candidat unique. L'opposition a 6 candidats aujourd'hui. Les 6 candidats se présentent. Et dès le premier tour, s'il y a un deuxième tour, si nous ne gagnons pas au premier tour, s'il y a un deuxième tour, nous avons demandé que si c'est quelqu'un d'autre de l'opposition, nous sommes prêts à nous désister en sa faveur. Nous demandons... L'ANC peut faire ça? Oui, nous demandons la réciprocité aux autres candidats de l'opposition aussi. Si c'est nous qui dévançons, qu'il y ait désistement en notre faveur automatiquement et qu'on rassemble nos forces, ressources humaines et tout le reste pour pouvoir changer le régime. Après le changement de ce régime, qu'on rassemble tous les Togolais pour créer les nouvelles conditions du Togo nouveau. Patrick Lossol, merci pour ces explications. Alors, autre préoccupation, c'est aussi les militants qui vont se rendre aux urnes. Et entre-temps, lors des recensements électoraux, il y a eu des problèmes. N'allez pas vous faire recenser. Ce mot d'ordre a été servi pendant longtemps, notamment au cours des législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que vos militants, parce qu'il ne s'agit pas de rassembler des foules immenses, encore que ces foules, justement, aient la carte d'électeur pour pouvoir faire leur devoir civique, leur droit de vote? Monsieur Wilson, vous avez tout à fait raison. Je fais notre mea culpa. Mais je le redis encore, nous l'avons fait dans la dynamique de la C14. Par solidarité avec les autres et par la dynamique que la CEDEAO a promis de créer pour que le Togo puisse aller à des élections transparentes. Je fais mon mea culpa. Mais le taux de participation en 2010, ça a chuté. En 2015 aussi, on l'a constaté. Au local aussi, il y a un faible taux de participation au scrutin. Ça doit inquiéter les états-majors des partis politiques. Tout à fait. Oui. Si ça n'inquiète pas un état-major, c'est que cet état-major n'est pas l'état-major d'un parti politique. Nous sommes inquiets. C'est pour cela que nous disons que pour ceux qui ont la carte d'électeur, qu'ils se mobilisent. Sur quoi nous nous basons? Oui. En réalité, le régime auquel nous avons affaire n'a jamais dépassé entre 10 et 15%. C'est vos chiffres, ça. Des gens qui ont quitté le RPT, des gens qui ont quitté UNIR, l'attestent eux aussi. On n'a jamais, le régime n'a jamais dépassé 10 à 15%. Donc, si nous arrivons à mobiliser au moins les autres Togolais qui ont pu avoir leur carte, on peut encore battre ce régime haut les mains. Voilà notre stratégie dans ce domaine. Mais tout en le disant, je dis que la prochaine fois, il faudrait qu'on demande aux Togolais d'aller s'inscrire d'abord. À titre conservatoire. Et après, on verra ce qu'ils feront de leur carte. C'est ça. C'est ce que nous demanderons. Mais pour aujourd'hui, ceux qui se sont inscrits suffisent pour déjà battre ce régime. En revanche, ceux qui n'ont pas de carte doivent aider ceux qui iront voter. En quel sens? En ce sens qu'ils soient présents, eux aussi,
dans les lieux de vote et au moment de décompte des voix pour encourager nos membres qui sont dans les bureaux de vote, les délégués qui sont dans les bureaux de vote, et que cette fois-ci, on puisse avoir de vrais résultats. D'accord. Donc, c'est un appel à tous les Togolais de bonne foi, qu'ils aient leur carte ou pas. Nous sommes donc dans le dernier volet de cet entretien. Patrick Lawson, on va aborder maintenant le programme de votre candidat, Jean-Pierre Fabre, qui a fait un programme intitulé « Mes engagements renouvelés pour le Togo ». C'est un résumé, en suivant le titre, n'est-ce pas, de son programme d'action, et s'il est élu. Qu'est-ce que ça contient concrètement, « Mes engagements renouvelés pour le Togo » ? Vous savez, c'est quelque chose qui se résume à peu près en 5 points. Il s'agit de reconstruire l'État. Je me permets de consulter ce que j'ai parce que c'est plus simple. D'accord. Je ne vais pas inventer ce qui est déjà écrit. Reconstruire l'État, bâtir un État de droit, édifier une nation homogène, recoudre le tissu social en faisant la promotion des valeurs fondamentales que sont l'honneur, la dignité, le patriotisme, réduire la fracture sociale en créant des emplois à revenus décents, garantir la sécurité pour tous à travers une armée républicaine aguerrie et bien équipée, des forces de sécurité formées et encadrées, améliorer leurs conditions de vie, construire une économie dynamique. Le secteur rural, il doit être assuré dans ce secteur la sécurité alimentaire, par ce secteur, la sécurité alimentaire pour tous, par une production vivrière de qualité, maïs, mil, manioc, riz. Intensifier, diversifier les produits de rente. Café, cacao, coton, palmier à huile. Vous imaginez que café, cacao, nous sommes toujours au tonnage des périodes coloniales. Or, les produits de rente rapportent beaucoup. C'est un problème. L'industrie. Intensifier l'identification et la prospection des ressources minières dans la transparence. Recherche scientifique. Restructurer et relancer de la recherche scientifique, les infrastructures routières et le transport. Il faut restructurer les agences de travaux publics et recadrer leurs missions. Il y a l'énergie. Dans le domaine de l'énergie, il faut doter le Togo d'une capacité énergétique suffisante. Il faut bien sûr penser à développer la recherche des énergies renouvelables de façon à mettre l'électricité à la portée de tous et diminuer surtout les coûts. Le commerce et les services doivent connaître une promotion par les inventions, par la recherche, par les start-up comme on dit aujourd'hui, etc. Le tourisme et l'hôtellerie doivent être développés. Les Togolais de la diaspora doivent soumettre rapidement un projet de loi à l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale bien sûr, afin que nos compatriotes de l'étranger puissent voter et avoir des représentants au Parlement. Trouver une solution aux problèmes fonciers. Cela veut dire moderniser le cadastre avec un relevé de propriété fiable afin d'éviter les litiges fonciers. L'accès au crédit aux plus pauvres
assainir et professionnaliser le secteur de la microfinance, mobiliser les ressources et réduire le train de vie de l'État. Donc cela veut dire qu'il faut promouvoir la transparence dans la gouvernance économique et mettre un terme au flux illicite de fonds publics. Engager une politique sociale volontariste dans le domaine de la santé, donner une vision et des principes directeurs à la politique de santé dans la perspective de garantir des soins de santé, surtout les soins de santé primaires. Lorsque moi j'ai connu ça, et je suis sûr que vous l'avez connu aussi, quand on était enfant, on savait qu'en allant à l'hôpital, les premiers soins, on pouvait en bénéficier. C'était gratuit. Dans l'éducation nationale, il y avait également cela. Il y avait la gratuité. À partir de CE2 ou CM1, on nous apprenait d'autres langues, ainsi que nos langues locales. L'évé, le kotokoli, etc. Il faudrait que tout cela, on le refasse et ainsi augmenter sensiblement les bourses et aides aux étudiants. C'est globalement ce que nous voudrions faire. Alors, tout cela, et c'est cela sur le terrain, concrètement, comment cela va se passer? Mais il faut qu'il y ait les recettes. Les recettes rentrent réellement dans le compte public et on ne donne pas des amendes aux gens, mais on ne sait pas où ces amendes vont. Qu'on n'aille pas collecter de l'argent dans les marchés et on ne sache pas ce qu'on fait de cet argent. Que le péage des routes serve à entretenir ces routes-là. Il faudrait qu'on développe également avec la communauté internationale une politique réelle de coopération dans le domaine de la recherche, dans le domaine économique, de façon qu'avec l'état de droit, les opérateurs économiques étrangers qui ont beaucoup plus de moyens puissent venir faire des joint ventures et autres choses avec les opérateurs économiques togolais. Et que l'État soit là pour assainir l'environnement et permettre le climat des affaires. Alors, la question de l'emploi, vous avez brièvement parlé, mais je voudrais que vous en reveniez là-dessus. Alors, comment faire pour résoudre ce problème d'emploi très récurrent dans nos pays ici? Mais vous savez, lorsque on crée des emplois improductifs, on ne peut pas recruter. Lorsqu'on oriente mal dans le domaine de la formation, on ne peut pas attendre à utiliser ceux qui ont été formés. Je ne veux pas citer des matières où il y a pléthore, alors qu'il y a d'autres matières où on devrait former un peu plus les gens. Il faudrait encourager, par exemple, les jeunes médecins à accepter d'aller à l'intérieur avec des conditions favorables qui leur permettront qu'au bout de 10 ans, quand ils reviendront dans les grandes villes, comme Lomé, Palimé, Kara, etc., qu'ils aient des moyens de construire et d'avoir un plan de vie. Il faudrait qu'il y ait ce que nous appelons le volontarisme. L'emploi des jeunes est un problème, mais ce n'est pas en créant des conditions artificielles d'emploi que ces jeunes pourraient pouvoir travailler. Il faudrait qu'il y ait une diversification dans tous les domaines. Voilà un peu ce que nous pensons pour l'emploi. Et
nous savons que ça ne viendra pas par un coup de baguette magique. Nous aurons à assainir l'ensemble du Togo. Les conditions ne sont pas bonnes aujourd'hui pour pouvoir espérer évoluer et créer des emplois. Puisque beaucoup de jeunes maintenant sont dans le taxi-moto, c'est aussi un problème sérieux pour le pays. Le taxi-moto n'est pas quelque chose de négatif, mais quand vous allez le faire par nécessité... C'est un secteur informel qui n'est pas organisé. Qui n'est pas organisé, voilà. Vous l'avez dit à ma place, il faut l'organiser. Et puis, vous savez, les gens n'y vont pas par vocation. Ils y vont en attendant des lendemains meilleurs. Il faut que ce problème, on le prenne à bras le corps. Qu'on voit un peu ce qui se passe sous d'autres cieux. Est-ce que ça doit être toujours les motos à 2 roues ou bien faut-il penser à des motos à 3 roues? Faut-il protéger les gens lorsque, en temps d'intempéries? Il y a beaucoup de choses qu'il faut développer pour que les gens s'intéressent réellement et par vocation à ce domaine-là. Et il y a également tous ces jeunes qui, quand vous allez le matin au service des passeports, vous les voyez, ils font la queue. C'est pour partir chercher n'importe quel emploi. Alors, il faut qu'on réfléchisse ensemble, nous les Togolais, pour qu'on valorise le domaine de l'agriculture. L'agriculture a besoin des bras solides. Des bras valides. Donc ça peut retenir ces jeunes aussi, n'est-ce pas? Ça peut les retenir. Et quel est le programme en la matière? Puisque nous avons une grande partie de nos terres qui sont encore des terres agricoles. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, que dans le domaine agricole, on veut encourager à ce que cela soit développé et voir d'autres secteurs comme ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture biologique, dans ce qu'on fait également dans le domaine des produits de rente. Je vous ai dit que le café cacao est resté au niveau des temps coloniaux. Et tout cela doit être revu. Les produits vivriers, moi je me souviens que quand j'étais au collège, les paysans qui vendaient du maïs, etc., mettaient à l'internat leurs enfants au collège Saint-Joseph, etc., parce que ils avaient les moyens. Il faudrait qu'on retourne à tout cela. D'accord. Voilà. Alors, un mot sur la réforme politique, c'est aussi l'un de vos combats. Alors, si jamais votre candidat venait, est-ce qu'il y a des réformes en la matière, réformes institutionnelles, constitutionnelles? Est-ce qu'il y a des choses à retoucher encore? Tout est à refaire dans ce domaine. Tout est à refaire. Et quelles sont vos propositions en la matière? Mais nous disons que d'abord, le Togo doit avoir une constitution à laquelle on ne doit pas toucher tout le temps. Pour cela, nous devrions rassembler des sociologues, des juristes, des psychologues, des formateurs, donc des enseignants, qui vont écrire un test. Ce test fera ou sera soumis à un débat. On organisera des débats dans les coins les plus reculés du Togo pour prendre en compte toutes les préoccupations, parce que la Constitution, c'est le test d'orientation qui fonde un pays. Il faudrait que ce test-là soit ressenti par tout le monde et que ça colle à nos réalités. Aujourd'hui, un régime, le même régime, qui 5 ans après, quand il voit que les choses ne correspondent plus à ce que
il aurait souhaité change le test. Nous devrions trouver le moyen pour que la Constitution devienne durable dans notre pays. Concernant les institutions doivent devenir viables et devenir fortes. Mais je ne dément pas le président Obama. Pour qu'une institution soit viable et qu'elle reste forte, il faut des hommes forts, des hommes honnêtes, des hommes qui savent ce que c'est qu'une institution et qui reconnaissent que le principe d'une institution, c'est servir le Togo d'abord, servir le pays d'abord. À partir de ce moment, vous verrez que nous aurons des juges qui seront complètement neutres, détachés des partis politiques. Et la CENI, vous aurez des hommes et des femmes qui vont l'animer et qui n'ont pas besoin de jouer en faveur d'un parti politique, qu'il soit au pouvoir ou de l'opposition, ainsi de suite. Donc, dans le domaine institutionnel et constitutionnel, tout est à reprendre. Dans le domaine des élections également, tout est à reprendre. Il faut que le moment venu, après la présidentielle, lorsqu'on gagnera, qu'on ait une Assemblée nationale qui représente réellement la diversité du Togo. Je vois ce que vous voulez dire. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, cette émission tire à sa fin. M. Patrick Lawson, faut-il craindre pour ces élections? Et si oui, que faut-il craindre? Vous m'avez vu réfléchir parce que c'est parce que je suis inquiet avec tout ce qui se passe. Vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est à cause des fraudes répétées. C'est à cause des tricheries. C'est à cause du refus de l'alternance que les Togolais de plus en plus se détournent des élections. Mais l'élection présidentielle est quelque chose qui crée toujours un rassemblement, un frémissement, et qui polarise les partis politiques dans leur travail. Ce dont nous avons peur, c'est que si demain, une fois encore, les résultats sortis des urnes ne sont pas proclamés, les Togolais ne l'accepteront pas. Et cela n'est pas bon pour notre pays, le Togo, et cela n'est pas bon pour nous, frères togolais, qu'on soit unis de l'ANC ou d'autres partis. C'est pour cela que je dis qu'il est encore temps pour que tous on s'investisse pour que ces élections puissent se dérouler dans les meilleures conditions. C'est vrai que les conditions de transparence n'ont pas été bonnes, mais je dis qu'il y a encore une chance pour le Togo, pour que ces élections puissent apporter l'apaisement. Voilà tout le mal que je souhaite pour le moment pour le Togo. Et j'invite les uns et les autres à prendre conscience que de mauvaises élections avec des résultats tronqués peuvent créer des problèmes une fois encore au Togo. Personnellement, je ne le souhaite pas. D'accord. Un dernier mot à l'endroit de vos militants et de là à l'ensemble du peuple togolais? Merci. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je vais reprendre juste une phrase du président Sylvanus Olympio, le père de la nation. Il disait
Nous devons tout mettre en œuvre pour que le Togo de nos fils et de nos filles soit plus beau, plus grand et plus uni que le nôtre. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devrions désormais chercher pour le Togo le bien. Nous devrions chercher pour le Togo pas ce qui va remplir nos poches, mais ce qui va créer des emplois aux Togolais. Ce qui va permettre à nos fils et à nos filles d'aller à l'école et que à la fin de leur cursus, il y ait un débouché. Je ne veux pas dire autre chose que ça. Le combat politique, quand ce n'est pas pour un peuple, ça ne sert absolument à rien. Nous menons ce combat politique pour le peuple togolais, pour les fils et les filles du Togo. Aller aux élections, à l'élection présidentielle, c'est dans ce but-là. Et ensemble, essayons de rassurer les Togolais et qu'à l'issue de ces élections, on se mette à reconstruire le Togo. Merci Patrick Lawson Bankou. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'ANC et directeur de campagne du candidat Jean-Pierre Fabre, qui est donc dans les localités de l'intérieur du pays en ce temps-ci. Et dans 8 jours, donc, ce sera le vote pour le premier tour de la présidentielle. Merci à mes téléspectateurs. Merci à vous également de passer ce temps en studio avec nous pour nous entretenir sur cette campagne électorale. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Vivement qu'on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci pour vous-même. Merci pour votre équipe. C'est ça.